Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cette émission que nous diffusons à partir de Bruxelles. Nous parlerons aujourd'hui de l'Afrique, ce grand continent pourvoyeur de richesses et porteur d'espoir pour l'humanité. Nous allons parler de ses gloires, aussi de ses misères, de ses défis et de sa place dans les politiques européennes, une thématique que j'ai le plaisir d'aborder avec le professeur Bruno Bernard, maître de conférences dans plusieurs universités de l'Europe du Nord, expert en commerce international, consultant de la Commission européenne et surtout grand spécialiste de l'Afrique puisqu'il est fondateur de la Fondation africaine pour le développement et l'entrepreneuriat. Professeur Bernard, bonjour. Bonjour. On a coutume de dire que l'Afrique souffre un peu d'un manque de considération internationale, qu'elle n'est pas vraiment récompensée pour beaucoup de ses avancées, de ses progrès. L'actualité nous dément aujourd'hui puisque le prix Nobel de la paix a été attribué au Premier ministre éthiopien. Parlant de prix Nobel, l'Afrique a souvent reçu des prix Nobel, mais quasi exclusivement pour la paix ou dans la littérature. Vous-même, vous étiez co-candidat au prix Nobel d'économie 2019 avec le docteur Samuel Maté, qui est l'initiateur du concept EZF, c'est-à-dire entreprendre à partir de 0 francs. Votre candidature n'a pas été retenue, alors expliquez-nous pourquoi et à quand un prix Nobel d'économie africain? Les statistiques montrent qu'il faut être blanc, américain et très vieux pour recevoir ce prix Nobel. Donc, comme j'ai dit à mon collègue, le docteur Samuel Mattei, je lui ai dit, d'abord, nous ne sommes pas vieux, et toi, tu es noir et francophone, et moi francophone aussi, donc je dis, nous avons peu de chances de l'avoir. Mais pour revenir au début de votre question, c'est plutôt une non-considération de l'Afrique. Ce qui m'a choqué très fort dans cette décision, c'est que nous n'avons même pas été consultés, alors que des universités africaines ont proposé notre candidature. On n'est même pas revenu vers eux pour leur poser la question sur des détails sur entreprendre 0 francs. Et donc, il y a vraiment une déconsidération de l'Afrique. Si un dossier vient d'Afrique, on ne l'ouvre même pas, on ne le consulte pas. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave et une dévalorisation d'un continent. Expliquez-nous quand même... l'occasion vous est donnée de parler de ce concept. Alors, entreprendre 0 francs, pour le faire rapidement, c'est entreprendre à partir de 0 capital. Et donc, ce système est mis en place depuis 5 années. Nous avons formé des centaines de milliers de personnes sur 10 pays, dans plusieurs langues, donc le français, l'anglais, des langues locales, l'arabe, le portugais. Et nous avons des résultats de 52% de retombées. Sauf que, comme on dérange un peu, on en parle très peu, à part dans les médias africains, puisque les résultats sont là. Je sais que vous êtes un économiste, mais un peu philosophe aussi, et donc je profiterai de ce profil que vous avez pour parler de manière plus macroéconomique et avec une position un peu plus hélicoptère. Donc l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Et donc, peut-être est-ce caricatural de dire, et c'est peut-être un cliché, que la faute en est aussi aux compagnies étrangères sur place qui n'apportent pas grand-chose aux économies nationales et qui agissent avec peu de considération précisément pour les populations locales. Est-ce que c'est votre avis? Alors, c'était le cas, mais maintenant, il y a d'autres pays qui viennent investir en Afrique. Donc, l'Europe a des investissements en général qui sont sur le court terme et qui rapatrient ces capitaux, mais vous avez d'autres pays comme l'Inde, la Chine ou la Turquie, ou même la Corée ou le Japon qui investissent en Afrique durablement. Il y a aussi ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les Africains eux-mêmes, quand ils ont de l'argent, investissent aux États-Unis ou en Europe ou en Asie et n'investissent pas dans leur propre continent. Et donc il y a vraiment une dévalorisation des Africains par eux-mêmes. Il faudrait que les élites africaines croient en elles. Et je vais dire en commençant par ça on va avoir des résultats tout de suite probants. C'est ça. Néanmoins, est-ce qu'on ne souffre pas encore un peu d'une problématique d'image entre les deux continents? Je dirais, et il me semble fondamental que les Européens ne perçoivent plus l'Afrique comme le continent des ressources bon marché
et comprennent que ces habitants ont besoin d'infrastructures et d'un avenir. Alors, l'Afrique est la Chine des années 80. Certains l'ont compris, beaucoup en Europe ne percutent pas, ne comprennent pas que l'Afrique est vraiment la Chine des années 80. Chaque euro investi en Afrique, vous aurez 10 euros de retour dans les 20 ou 30 ans qui arrivent. L'Afrique est le seul continent qui a 7% de croissance continue, une démographie qui va augmenter, des ressources jusqu'à plus fin, des personnes actuellement qui sont formées, parce que le continent est rempli de personnes formées qui vont travailler souvent à l'étranger mais qui pourraient rester chez elles, et on peut dresser des murs tant qu'on veut en Europe, ça n'empêchera pas les personnes de venir tant qu'on n'arrive pas à développer l'Afrique. Mais vous parlez de croissance, effectivement, il y a des pays qui sont bien en deçà de cette croissance-là dans le reste du monde. Mais néanmoins, la croissance démographique, elle, est encore plus forte. Il y a 12 ans, Nicolas Sarkozy, dans son fameux discours de Dakar, c'était en 2007, disait « La réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible ». C'est quand même toujours un peu le cas. Oui, mais vu les résultats de ce président que vous citez, je pense qu'on peut prendre un peu de distance. L'Afrique est un grand continent vide. Et donc, la France, qui s'est peuplée pour devenir leader en Europe il y a 2 siècles, l'Afrique est un continent vide. Il y a place en Afrique pour avoir des grandes familles. Et comme tout le monde le sait, la sécurité sociale en Afrique n'est pas encore suffisamment développée. Et il est normal, il est naturel que certains parents développent des grandes familles pour prendre soin d'eux plus tard, dans un imaginaire, on va dire, en attendant que la sécurité sociale soit effective et fonctionne. Et ce n'est pas du tout aux Européens de donner la leçon de ce que les personnes doivent faire dans leur lit ou de la contraception. L'Afrique est un grand continent vide qui a de la place pour avoir 1 ou 2 milliards de personnes sans souci. Je pense qu'on devrait plus s'inquiéter de nos retraites en Europe que de la contraception en Afrique. Mais quand vous dites de manière positive qu'il y aura de la place pour les 2 milliards d'habitants à terme dans l'Afrique, c'est parce que vous pensez notamment aux richesses naturelles. Bien sûr, les terres arables, les richesses naturelles, tout ce qui est énergie, on voit l'énergie électrique, rien que sur les fleuves, l'énergie électrique est suffisante pour alimenter 2 milliards d'habitants sans avoir recours ni au charbon, ni au pétrole, ni à l'énergie solaire. Il y a tout ce qu'il faut, je vais dire, déjà en énergie hydraulique pour le continent. S'il y a une maîtrise des énergies, il n'y a vraiment pas de problème. Même au point de vue pollution, on peut dire que l'Afrique est exemplaire par rapport aux autres continents. Et donc le problème, c'est que l'Europe fait un diktat, les États-Unis aussi, sur l'Afrique, empêchant un développement naturel, on va dire. Nous avons fait précédemment une émission sur les énergies renouvelables et on voit bien que ça bouge beaucoup, et en particulier au Maroc d'ailleurs. Sur les terres arables, on dit que 60% des terres arables non exploitées dans le monde se trouvent en Afrique, notamment en RDC d'ailleurs. Est-ce que, comme la quête de l'émergence en Afrique dépend de l'agriculture, qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique et l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne intervient et aide sur le plan de la politique agricole? Il faut arrêter, je pense, de donner des subsides européens qui vont n'importe où, dans des réseaux de corruption, que ce soit en Europe, avant le départ, l'argent est déjà en partie parti. Quand il arrive en Afrique aussi, il y a beaucoup de corruption. Je pense qu'on ne doit plus donner de l'argent et on doit arrêter certaines coopérations. Ça ne sert à rien, par exemple, pour les soins, d'envoyer des Européens à 5 000 € par mois pour aller vacciner des Africains et de l'autre côté faire venir des médecins africains ici, les sous-payer et les faire travailler la nuit. Donc je pense qu'on doit arrêter de payer très cher des coopérants, sachant que l'Afrique a une élite qui est capable de s'occuper d'elle-même. Et donc on doit changer notre façon de coopérer et travailler plus dans une notion d'égalité et pas dans une notion de supériorité. L'Europe donne beaucoup de leçons et quand elle donne ses subsides, on voit les cahiers des charges ne sont pas adaptés à la situation sur le terrain. Donc je pense payer des salaires à des personnes africaines pour gérer leurs problèmes, ils en sont totalement capables et ils ont parfois des personnes mieux formées en Afrique que nous avons en Europe. Ok, donc là, vous mettez en exergue le fait qu'il faut revoir complètement
les paradigmes de... Et construire des voitures ici très chères et les envoyer en Afrique, ça n'a aucun sens. On doit fabriquer là-bas. Donc fabriquer, par exemple, j'ai vu des commandes pour des millions de seaux en plastique fabriqués en Europe. On sait fabriquer des seaux en plastique en Afrique. Le pétrole vient souvent d'Afrique et les granulés commencent à être fabriqués sur place. On peut les fabriquer sur place. Envoyons de l'argent pour que les personnes mettent les usines là-bas. Il faut arrêter d'envoyer du lait en Afrique. Il faut arrêter d'envoyer des morceaux de poulet. On plante du soja en Amazonie, on coupe la forêt en Amazonie pour faire du soja, pour élever des poulets en Europe, pour réexporter en Afrique avec de l'argent du dumping, donc des subventions, et les Africains ne peuvent même pas élever leurs poulets pour le même prix. Qu'on laisse les personnes là-bas élever leurs poulets. Ça ne sert à rien, nous, de polluer, de faire transporter du soja dans des bateaux, de polluer nos sols ici en Europe, pour exporter du poulet à des personnes qui sont capables d'élever des poulets. Quand vous donnez des conférences où vous vous exprimez en parlant cash comme vous le faites là, est-ce que vous êtes entendu par les instances européennes? Est-ce que vous êtes apprécié par les dirigeants africains? Et j'imagine très différemment en fonction de ce que vous dites. Peut-être qu'avec mon collègue Samuel Mattei, nous sommes un peu novateurs. Et comme nous l'avons dit, on doit un peu faire comme les start-up aux États-Unis. Nous devons inventer nos règles et inventer notre monde. C'est pour ça que quand nous avons créé EZF Entrepreneurs 0 francs, nous avons créé nos règles, nous n'avons demandé de l'argent à personne et le résultat est là, ça marche. On a créé des milliers d'emplois et on s'est substitué à certains gouvernements qui n'arrivaient pas à le faire. Maintenant, les gouvernements voient que ça marche et ils marchent un peu avec nous parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais on doit changer les règles. Donc pour l'Union européenne, je pense, c'est la même chose pour la coopération. Il faut changer les règles, il faut faire table rase et faire d'égal à égal avec ce continent. Pour avoir une relation de type win-win, c'est ça ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire d'être gagnant-gagnant. Je parlais au début des mentalités. Est-ce que on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, il faut encore tordre le cou à une image qui est parfois encore perceptible dans certains milieux africains, c'est que l'Européen est là comme un conquérant, il est perçu comme un prédateur. Évidemment, avec des initiatives comme la vôtre, ça change les mentalités, mais est-ce que quand vous allez en Afrique, vous percevez encore ce sentiment qui est partagé par certains Africains? C'est l'inverse aussi. Donc c'est l'Européen d'Europe à qui on met des choses dans la tête, on lui montre des images d'Afrique dévalorisantes, c'est toujours des enfants qui meurent de faim, c'est des villages sans route, etc. Moi j'explique toujours à mes étudiants, quand je donne cours à la fac, qu'il y a plusieurs Afriques. Il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs Europes. On ne peut pas comparer les Suédois et les Grecs, économiquement parlant. On a vraiment une différence, ou le Portugal et l'Allemagne. Et donc en Afrique, c'est la même chose. Mais on oublie toujours dans les images de montrer l'Afrique conquérante. L'Afrique qui installe son TGV, l'Afrique qui a des usines, des laboratoires maintenant de cosmétiques, qui exportent. Et donc on oublie toujours celle-là. Donc ça veut dire que l'Européen de 2019 grandit dans une image, les jeunes grandissent avec une image de l'Afrique dévalorisée. Donc quand ils arrivent en Afrique, ils sont en conquérant. Et comme ils sont en conquérant, les Africains les reçoivent aussi avec la même optique. Et donc il y a, je ne vais pas dire une confrontation, mais quelque part un rapport de force qui est construit sur rien. Nous allons faire une petite pause et on se retrouve après l'interruption. Vous parliez du changement de rapport nécessaire entre les communautés. C'est peut-être même vrai entre certains pays africains. Comment jugez-vous la politique africaine du Maroc? Parce que précisément, eux développent du co-développement et ils ont des projets importants via précisément la coopération sud-sud. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler pour Maroc Export il y a une dizaine d'années. Et quand je suis venu là-bas, j'ai semé quelques graines en expliquant qu'il devait y avoir du commerce sud-sud et du commerce latéral. Et donc, j'ai un peu mis en place ce qu'on appelle les caravanes export pour que les Marocains exportent leurs produits autour de chez eux, dans les pays limitrophes, ou plus bas, je vais dire, dans l'Afrique subsaharienne. Et tout s'est mis rapidement en place et on a vu des banques marocaines aller s'implanter plus bas dans le continent. On a vu des sociétés qui fabriquaient de la cosmétique, des médicaments, etc., qui avaient un lien très fort avec les pays
proche d'eux, puisqu'il n'y a pas de droit de douane, il y a des facilités de transport, et les produits étaient vraiment adaptés au marché. Et donc je pense que l'Afrique, en général, devrait développer des coopérations sud-sud, des coopérations latérales. Il y a parfois des produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, qui reviennent en Europe et puis qui sont réexportés au Mali. C'est ça. Je voudrais revenir quand même 2 secondes sur ce qui est vraiment majeur pour l'Afrique, qui est sa terre, ses ressources. Et on observe que l'Afrique a cédé, je crois, pour plus de 100 milliards de dollars de terres à des pays étrangers qui cherchaient des produits pour, disons, leur marché intérieur. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Afrique protège un peu plus son foncier? Alors, c'est à l'Afrique de décider elle-même ce qu'elle va faire de ces terres. Mais pour vous rassurer, je dirais que quand la Russie a vendu certaines choses et qu'il y a eu la révolution, on a changé les lois. Je ne vois pas pourquoi dans certains pays où il y a des dictatures, où il y a trop de corruption, on ne pourrait pas revoir les traités qui ont été faits et annuler ces ventes. Donc je pense que c'est possible légalement. Et donc on doit compter, je vais dire, sur le bon sens en général pour ne pas que ces ventes soient faites. Mais ce n'est pas à des personnes extérieures du pays à dire ce qui est vendable ou pas vendable. Quand la France vend ses vignobles à la Chine, il n'y a personne qui vient donner des leçons. Je comprends bien votre philosophie et qu'il faut laisser les rênes de l'Afrique aux Africains. Ça me paraît évident. Il ne faut pas venir pleurer après non plus. Quand même, il y a des régulations qui peuvent se faire. Je prends un exemple. La plupart des États africains ont des déséquilibres budgétaires importants, des dettes publiques qui s'aggravent. Est-ce qu'il ne faut pas à ce moment-là des interventions internationales? Est-ce qu'il faut une intervention du FMI? Que pensez-vous? Je pense qu'il y a la main invisible de l'État. À un moment donné, s'il y a trop de pression, s'il y a trop de corruption et que les personnes n'ont plus de terre où aller cultiver, il y aura une révolution, le gouvernement tombera et on verra les traités et on remettra tout ça à plat. Je pense à Madagascar, par exemple, où il y a eu beaucoup de terres qui ont été vendues, ou par exemple où il y a des tensions, c'est le Kenya ou l'Éthiopie, où il y a trop de terres qui sont vendues. On sent que le peuple est en train de bouger. Et donc il faut laisser aux États aussi leur pouvoir et leur contestation nationale quand il y a dérapage. Vous êtes relativement adversaire des fonds venant du Nord. Néanmoins, ils existent, mais que ce soit sur le plan bilatéral ou communautaire d'ailleurs, mais l'accès à ces fonds est, semble-t-il, assez difficile, et notamment du fait de la contrainte des critères d'éligibilité. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas dire qu'il faut changer le monde, ce serait prétentieux de ma part, mais changer un peu les règles. Le monde a changé, le monde a évolué, les règles doivent évoluer. Je vais prendre les sociétés nationales de téléphonie. Les sociétés nationales de téléphonie se sont raidies. Il y a des opérateurs qui sont venus avec des téléphones mobiles, ils ont remis tout à plat et les entreprises ont fait faillite. La même chose, je vais dire, pour certains autres secteurs. Et donc, dans les prêts internationaux, si le FMI ou les banques européennes ne sont pas capables de s'adapter au nouveau monde, c'est d'autres pays qui vont venir prêter de l'argent avec d'autres règles. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures, mais elles sont différentes. Et donc, il faut que l'Europe, le FMI, les grandes banques internationales changent leur façon de travailler. Donc, changer les règles, adapter les règles au marché d'aujourd'hui. Ne pas avoir des règles des années 50 ou 60 pour un marché qui est de 2019. Est-ce que vous entendez par là que l'Europe devrait revisiter sa coopération, notamment à l'aune de l'approche pragmatique, sinon opportuniste chinoise? Je m'explique. Aujourd'hui, l'Europe attend peut-être d'un État qu'elle va aider qu'il montre et démontre qu'il est une démocratie, qu'il est respectueux des droits de l'homme. La Chine ne s'embarrasse pas trop de cela et tient pour argument que finalement le développement entraînerait lui-même une bonne gouvernance et une adaptation systématique des vertus d'un État de droit. Que pensez-vous de cela? Il faut avoir une vision chinoise aussi. La vision européenne et la vision chinoise, et l'approche est différente. Peut-être que les Chinois ont une approche plus collective.
donc plus collective aussi de terrain avec les Africains eux-mêmes, en se disant si on arrive à leur mettre des lignes de chemin de fer, les personnes vont exporter plus, vont produire plus, eux ils l'ont fait chez eux, donc ils parlent de quelque chose qui est encore proche puisque ça s'est fait dans les années 60. Peut-être que l'Européen est un train trop loin, un pont trop loin, dirons-nous, et d'un côté les fonctionnaires européens pensent comme dans les années 70, dans les années 70, et d'un autre côté, ils sont trop en avance sur certaines choses. Donc ce qu'il faut, c'est le bon sens. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants à longueur de journée, c'est le bon sens. Et je pense que la Chine a, pour certaines choses, je dis bien pour certaines choses, une notion de bon sens dans ses investissements avec l'Afrique. Et je vais dire de partenariat, parfois gagnant-gagnant, parfois perdant-gagnant ou parfois perdant-perdant. Mais il y a un bon sens. Et si on lisse les résultats des investissements, on arrive quand même à quelque chose de correct, dirons-nous. On a connu et on est passé des accords de Yaoundé aux accords de Lomé, puis ceux de Cotonou. Est-ce que vous trouvez que ce qui composait ces accords, ça fait un peu partie précisément du passé et de règles qui ne conviennent pas à des projets concrets qui améliorent le niveau de vie des gens en Afrique? Mais quel est l'âge moyen des experts? Il faudra un peu se poser la question. Quel est l'âge moyen des experts? Est-ce que l'Europe... Vous avez un souci avec l'âge. Hein? Est-ce que l'Europe ne peut pas... Mais non, mais l'Afrique, c'est une jeunesse. Absolument. L'Afrique, c'est 60% de personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, pour arriver à comprendre un continent jeune, est-ce qu'on ne doit pas mettre en première ligne des jeunes? Nous avons des jeunes compétents ici. Est-ce qu'on ne doit pas leur laisser un peu les rênes? Je pense souvent au président Macron, qui est un jeune président. Il a quand même bousculé beaucoup de choses en France, sur les retraites, sur la SNCF, etc. Est-ce qu'on ne doit pas, nous, nos experts, rajeunir aussi? C'est un vieux qui le dit. Et donc, il faut rajeunir les experts en première ligne, mettre des jeunes gens de 25, de 30 ans. Si l'Europe était conquérante il y a 2 siècles, c'est parce que c'était des jeunes généraux. Et on ne peut plus laisser comme ça une génération un peu obsolète prendre les décisions ou au moins avoir sur le terrain des jeunes gens qui vont leur remonter des choses intéressantes et que les personnes de bon sens et d'un certain âge tranchent, mais ne soient plus les décideurs, que ce soit les personnes qui vont trancher et décider, mais plus les décideurs sur place. Est-ce que, avec cette vision plus moderne de la relation, vous pensez qu'on peut espérer un jour ne plus se trouver dans des situations où l'exploitation des ressources, et je pense là où l'Afrique est dominante, le cuivre, le coltan, etc., où ces ressources sont quasi exclusivement en Afrique, et on rencontre quand même beaucoup de pillage de ces ressources. Pour contrer cela, votre modèle tel que vous l'imaginez peut avoir des chances d'atténuer ce type de problématique? Le Rwanda vient d'inaugurer sa première ligne de fabrication de smartphones. C'est déjà un signal très fort. Oui. Monsieur Bolloré, qui pourtant n'est pas un jeune cadre, investit beaucoup en Afrique pour produire des câbles en cuivre. Donc plus pour produire du minerai de cuivre qui sera raffiné à l'extérieur, mais pour produire des câbles de haute qualité qui sont produits en Afrique pour être exportés en Europe. Et donc ce n'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide. La Côte d'Ivoire produit du chocolat. Et donc, c'est la main invisible du marché qui est en train de remettre tout à plat. Et donc, c'est à nous, Européens, de nous adapter au marché avant que ce soit le marché qui nous dicte la suite. 2 mots quand même pour terminer, parce qu'on ne l'a pas abordé. Dans votre vision optimiste, on ne peut quand même pas faire l'impasse sur une forme d'instabilité politique sur le continent. Qui peut influer sur la misère. Je veux dire, on a beaucoup de conflits ethniques et religieux, il y a des guerres civiles, des États et des coups d'État et son cortège de réfugiés. Donc ça ne procède pas d'un enrichissement du continent, au contraire, plutôt de son appauvrissement et disons, une déstabilisation aussi des populations. Est-ce que là-dessus, on est en droit d'avoir un avis et de se dire, est-ce qu'il est judicieux, comme le font certains États européens, d'apporter le concours, soit sur le plan de la sécurité, de la paix,
éventuellement d'intervention militaire le cas échéant, de soutien lors des élections qui sont des périodes, quand c'est préélectoral et post-électoral, un petit peu secouantes. Ou bien est-ce que de ce point de vue-là, il faudrait aussi que l'Europe garde une distance? Je pense qu'il faut une notion d'égalité. Quand l'Afrique enverra des personnes en Irlande du Nord au cas où il y aura un Brexit qui se passe mal, ou quand les Africains enverront des émissaires ici en Belgique pour trouver un gouvernement, ou en Italie parce que le gouvernement est tombé, je pense qu'on pourra nous aussi envoyer des personnes là-bas. L'Afrique est un continent qui ne connaît que très peu de guerres actuellement. Si on regarde sur l'échelle globale du temps, l'Afrique est un pays qui est devenu très calme et très stable. À part 2-3 épiphénomènes dans l'est du Congo et un petit peu dans la Corne, le reste, on est quand même dans quelque chose de très stable. C'est vrai qu'il y a des dictatures, etc., mais qui sommes-nous, nous, pour donner des leçons, qui avons des gouvernements d'extrême droite ici au pouvoir en Europe, ou des personnes très sympathiques, très à gauche en Italie, qui partent un peu en sucette, ou en Grèce. Je pense qu'on doit laisser cette main invisible dont je parlais, laisser l'Afrique aux Africains, les laisser décider. Je pense que c'est un continent qui est en train de mûrir, et on voit qu'il y a presque plus de conflits, donc on devrait pouvoir y arriver. Et les investisseurs, les industriels qui mettent beaucoup d'argent en Afrique, sont là aussi pour apaiser les conflits. Plus il y aura d'industrie en Afrique, moins il y aura de guerre. Donc la fin de rôle de gendarme de la démocratie chez les autres, c'est votre perception et je l'entends bien. On considérera que c'est le mot de la fin. Monsieur Bruno Bernard, merci beaucoup pour votre intervention. Mesdames et messieurs, au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.